Bonjour à tous. Aujourd'hui, donc, nous sommes 3 semaines avant Edbang et c'est exceptionnellement nous allons enregistrer cette interview parce qu'elle vaut vraiment le coup et on vous expliquera pourquoi et l'interaction avec nous à la fin. Donc nous sommes là dans les locaux de Paris 7 avec un décor qui est absolument formidable et exceptionnel. Nous recevons Pierre Kerner qui est donc le vice-président du Café des Sciences et le créateur de Strip Science et de Vidéo Science, des plateformes consacrées à la vulgarisation, à la transmission du savoir scientifique. Pourquoi, comment? Bon, on va en discuter pendant 1 heure et on se retrouve à la fin. Ouais, Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le Café des Sciences, tout à fait. les autres plateformes et puis Mhm. aussi quel est le but? Ok, très bien. Je vais commencer par peut-être une petite correction. C'est que je ne suis pas le créateur du Café des Sciences. Le créateur de Café des Sciences, c'était plusieurs blogueurs en 2006 qui ont créé le Café des Sciences, une plateforme pour, d'une certaine manière, agréger tous les blogs francophones à tendance scientifique. Et moi, j'en suis le vice-président. Mon blog a été agrégé sur cette plateforme en 2009. Donc, je suis arrivé quand même 3 ans après la création du Café des Sciences. Donc, le Café des Sciences, en gros, c'est parti tout simplement du fait qu'il y avait des blogueurs scientifiques francophones qui ont vu un tout petit peu ce qui se faisait dans d'autres pays, notamment dans les pays anglo-saxons, et qui ont vu que la plupart s'agrégeaient comme ça en petites plateformes pour pouvoir créer une sorte de communauté de blogueurs, entamer une discussion entre blogueurs et aussi se donner des outils pour pouvoir augmenter leur visibilité. Et donc, le Café des Sciences est né comme ça, de cette idée de pouvoir réaliser une communauté de blogueurs scientifiques francophones, c'est bénévole, hein. Ensuite, c'est formé en association pour pouvoir obtenir un tout petit peu d'argent auprès des membres du Café des Sciences, c'est-à-dire tous les blogueurs devenaient membres du Café des Sciences au sein de l'association du Café des Sciences, pour pouvoir ensuite mener des projets comme par exemple la réalisation d'une plateforme qui était jolie, ensuite envisager certains événements réels, c'est-à-dire en vrai, avec les blogueurs qui pouvaient se rencontrer, et aussi des projets un petit peu virtuels, comme on a eu plusieurs projets de euh, satellites du Café des Sciences, comme par exemple le projet Votons pour la science, qui était un projet dans lequel les blogueurs posaient des questions scientifiques à faire remonter aux candidats de la présidentielle 2012. Donc ça a permis d'avoir l'avis des candidats au présidentiel sur des questions de science, c'est-à-dire sur des questions d'énergie, sur des questions d'éducation, sur des questions de manière générale de projets scientifiques à l'échelle française. Et de ça, en gros, de l'association, on a un président, un vice-président, un secrétaire. Et moi, j'ai brigué le poste de vice-président en 2011, je crois, si je me souviens bien. Après que mon propre blog, qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things, ait été ramené dans le Café des Sciences, à l'heure où moi j'ai candidaté, en fait, parce qu'on passe par des procédures de candidature, c'est-à-dire qu'on propose son blog, il est évalué par les membres du Café des Sciences, et ensuite, s'il est accepté, on rejoint véritablement le Café des Sciences, on paye sa cotisation, etc. Et une fois à l'intérieur, on peut proposer des projets. Et moi, j'ai proposé comme premier projet de réaliser la plateforme Strip Science. Et cette plateforme, cette idée, c'était de agréger non pas des blogueurs scientifiques francophones sur n'importe quel format, mais uniquement les blogueurs illustrateurs. Et donc, on a cherché, cette fois-ci plus activement, des illustrateurs ou des blogueurs qui illustrent, parlant de science et toujours dans l'idée de francophonie. Et c'est comme ça que, par exemple, Marion Montaigne nous a rejoints, Boulet nous a rejoints. En gros, quand je dis nous a rejoints, c'est tout simplement à autoriser le fait que tout leur contenu à tendance scientifique soit diffusé sur notre plateforme. Donc Boulet a dit, bon voilà, à chaque fois que moi je parlerai de science, les billets qui parlent de science pourront apparaître aussi sur Strip Science avec des liens directs. C'est-à-dire que c'est pas hébergé sur Strip Science, c'est juste que ça permet d'aller rediriger les lecteurs de Strip Science sur les blogs de Boulet, de Marion Montaigne, etc. Et très très vite, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui illustraient
et qui n'étaient pas des illustrateurs professionnels, mais qui aimaient bien mettre des illustrations, que ce soit parfois des scientifiques qui montrent un tout petit peu la science en train de se faire dans les laboratoires, donc la vie de laboratoire, parfois des thésards qui, peut-être pour décompresser, commencent à faire des petits croquis, etc. Et tous ont trouvé leur place sur Strip Science. Et très très vite, une fois qu'on a fait l'illustration, une fois qu'on a fait les blogs écrits, on commence à se poser des questions en se demandant est-ce qu'il n'y a pas d'autres médias pour lesquels on pourrait créer une plateforme similaire. Et c'est à peu près il y a maintenant 1 an que j'ai formé un autre projet qui s'appelle Vidéosciences, dans lequel on a exactement le même principe, c'est-à-dire une plateforme d'agrégation qui envoie directement sur les chaînes d'un tel ou un tel, dans lequel on agrège les vidéos scientifiques francophones. Donc c'est le même principe que Strip Science, le même principe que Café des Sciences, sauf que c'est dédié à la vidéo scientifique francophone. Et ce qui est marrant, c'est que chacune de ces communautés, que ce soit le Café des Sciences, Strip Science et Vidéo Science, a formé son propre écosystème, sa propre dynamique. Et Vidéo Science a un dynamisme très contagieux parce que c'est essentiellement formé par des gens qui aiment communiquer essentiellement. Et donc on a quelque chose de très, très, très dynamique dans la communauté de vidéosciences. Ok, donc c'est tout récent Ouais. et ça bouge bien. Nous, on a vu de notre côté qu'effectivement, le milieu scientifique commence à avoir suffisamment d'intervenants pour pouvoir, au niveau vidéo, communiquer plus avec le grand public de manière ludique. Et donc, effectivement, on trouve que c'est une excellente chose. Parce que la particularité, qu'on s'appelle Geek Ferry, ce fameux mot qui est à la fois adoré, rejeté, commercialisé, bref, on a ça, donc on fait avec. Mais autant en France, il désigne une culture à part entière, sans beaucoup de nuances, autant au pays où les choses se sont nommées, c'est-à-dire aux États-Unis ou au Japon, puisque otaku signifie geek, c'est toujours associé à un secteur. D'accord. Et aux États-Unis, voilà, il y a les geeks scientifiques, c'est une communauté à part entière. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de vidéastes francophones qui se sont inspirés de ce qui se fait aux États-Unis, comme souvent, parce qu'ils commencent et ils sont plus nombreux. Donc forcément, c'est pas parce qu'ils sont forcément mieux, c'est parce qu'ils ont commencé avant, ils ont plus de gens pour les regarder. Et c'est chouette qu'en France, en fait, effectivement, il y a une belle émulation de contenu de qualité, comme ce qu'on a pu voir sur Vidéosciences et donc dans le Café des Sciences. Moi, je me posais la question de savoir qu'est-ce qui vous anime, en fait. Quel est le moment où il y a ce moment jubilatoire, parce que ça va quand même vraiment pas mal avec cette particularité comme ça d'être sur le net et de communiquer énormément. C'est quoi qui vous anime tous les uns les autres? J'ai l'impression que justement ce qui s'est représenté dans chacune de ces communautés, c'est des spécificités. Et vraiment, quand j'utilise le terme d'écosystème, c'est vraiment pour montrer la grande diversité de motivation qu'on peut retrouver chez les membres du Café des Sciences, de Vidéosciences et Strip Science. Chaque communauté a ses spécificités, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu une envie de partager beaucoup plus direct, de communiquer avec un public beaucoup plus direct entre un YouTuber, un vidéaste et peut-être un blogueur de science qui va écrire, parce que nécessairement, pour la plupart en tout cas, il y a cette interaction de vue, il y a cette interaction de contact. Donc chacune des communautés déjà a peut-être une motivation différente. Et la proximité, ça va être quelque chose qui caractérise par exemple beaucoup plus Vidéosciences, parce qu'elle est internalisée dans le médium. Mais même au sein de chacune de ces communautés, j'ai l'impression que tous les acteurs, tous les contributeurs ont leur propre motivation. Il y a un moment, pour illustrer justement cette question-là, où on a eu, sur le Café des Sciences, donc les blogueurs, un thème qui s'est partagé entre tous les blogueurs de sciences, un thème de billet, qui était « Pourquoi je kiffe la science ?» Et en gros, le terme, c'était, chacun des contributeurs du Café des Sciences va répondre à cette question, pourquoi je kiffe la science. Et moi, ce qui m'a frappé énormément, c'est que quand on comparait les différents rendus, les différents billets qui étaient produits à la fin de cette vague des raisons de pourquoi je kiffe la science, c'était très très variable. Il y en a où c'était véritablement une passion pour la science et la communiquer venait plus tard, et d'autres pour qui la base
d'une certaine manière, de la motivation pour rentrer dans le domaine scientifique, c'était d'abord et avant tout de la communiquer. Et puis après, peut-être en faire. Et ça, moi, je trouve ça vraiment très intéressant. D'ailleurs, au sein du Café des Sciences et dans les autres plateformes, on a des profils différents de personnes, de contributeurs. Il y a des scientifiques, donc qui parlent en tant que scientifiques de la forme de la science qu'ils font ou de la science qui les intéresse là où ils le font. Il y a des scientifiques qui parlent du milieu de la recherche, et donc ça va être plutôt de partager qu'est-ce que c'est que la recherche aujourd'hui en France ou ailleurs. Euh, et il y a des journalistes scientifiques, et du coup qui vont parler d'une certaine manière de la science trendy ou de la science des scientifiques, de la manière dont ils communiquent entre eux. Et puis il y a des étudiants donc, qui vont parler de la science qui s'enseigne et qui s'apprend, des enseignants-chercheurs qui vont parler justement de la science qu'ils communiquent auprès de leurs étudiants, donc ça c'est mon cas, et auprès d'une certaine manière, ils s'exercent à réaliser cette vulgarisation auprès d'un public beaucoup plus large. Et je crois que chacune représente une facette de la motivation qui peut être tout aussi jubilatoire de communiquer autour de la science. Et c'est assez différent de ce qu'on peut s'imaginer, genre on est scientifique et donc on communique la science comme ça. Moi j'ai l'impression que c'est une sorte de gros monolithe qui présente énormément de facettes et que chacun est un peu intéressé par une facette différente et la manière de la communiquer sera différente aussi. Et on retrouve ça dans toutes les plateformes, que ce soit Vidéosciences, Tripscience ou Café des Sciences. C'est pour que les gens se réveillent moins con le matin, des fois, ils fassent Ouais. moins de trucs. C'est plutôt ce côté amener les autres dans un grand mouvement, pour le coup, plus de vagues, justement, comme Ouais. tu parlais. C'est-à-dire, c'est plus une question de société, et après je reviendrai plus vers toi, c'est-à-dire que on va toujours niveler vers le plus bête, en fait, alors que notre propos à nous, c'est d'amener les gens à être le moins bête. Ouais. Voilà, toujours niveler par le bas, et qu'à un moment, ça suffit. Et que remonter vers le haut, c'est pas mal. Et ça, c'est pas forcément des mots que j'ai envie de prononcer, mais c'est plutôt l'effet. D'accord. Ok, Voilà. pas de problème. De ce que j'en vois, moi, dans les différents contributeurs du Café des Sciences, de Stripscience ou de Vidéosciences, on a différents aspects qui ont des répercussions sur la société, on va dire. Et la plupart et qui, à mon avis, est une spécificité française, c'est qu'on a un regain d'intérêt pour l'esprit critique et la pensée critique. C'est-à-dire que la plupart des intervenants font partie du mouvement du scepticisme, on va dire scepticisme scientifique, et réalisent de la vulgarisation de zététique. On a par exemple la Tronchambier sur Vidéosciences, Xavier Rista de Signification qui est aussi sur Vidéosciences, et je pense aussi au blog de Nima, qui est sur le Café des Sciences, et qui aime bien, d'une certaine manière, déconstruire des aspects sociétals qui peuvent poser problème. Par exemple, il y a toute une polémique qui existe autour de l'utilisation de vaccins, ça on en a peut-être déjà entendu parler, des dénialistes du climat. On a aussi, on peut avoir de manière générale des conspirationnistes qui en appellent à la science. On a le mouvement créationniste aussi qui en appelle d'une certaine manière à la science, la détourne pour pouvoir obtenir le propos. Donc, même si je ne suis pas certain que la situation en France, en tout cas en francophonie, soit à ce point dangereuse vers un glissement qu'on peut observer dans d'autres pays comme les États-Unis, c'est quand même quelque chose pour lequel il faut être particulièrement vigilant. Et j'ai l'impression que c'est une des missions que peuvent se donner une partie des contributeurs de la plateforme de vulgarisation pour contrebalancer ça en essayant d'apporter aux gens la possibilité d'exercer leur esprit critique en leur donnant des moyens, d'une certaine manière, d'une part de s'éduquer soi-même, mais aussi de s'armer contre les informations et surtout les mesures de désinformation qui existent pour la plupart de ces mouvements que j'ai mentionnés plus tôt, c'est-à-dire le créationnisme, les dénialismes, ou même parfois les homéopathes, etc., qui peuvent avoir une vue de la manière dont se réalise la science qui n'est pas celle qui ferme le consensus scientifique à l'heure actuelle. Et ça, c'est très très intéressant. Il y a
beaucoup en fait de contributeurs qui en parlent et qui s'attachent à le faire. Je ne sais pas si c'est sciemment, mais en tout cas, on voit des répercussions dans le sens où ça agite un tout petit peu les gens. Il y a toute une communauté de personnes qui laissent des commentaires, qu'ils soient pour ou contre, qui se ménagent autour de leur projet. Et donc, je me dis qu'en effet, il y a des répercussions sociétales importantes de cette activité. Par contre, je ne suis pas sûr que ce soit une mission que se donnent les gens quand ils font de la vulgarisation. Personnellement, moi, c'était vraiment de la transmission de savoir qui m'anime. Et si ça se fait et que ça a un effet bénéfique, tant mieux. Mais je pense qu'il y a plutôt cet aspect jubilatoire et de la motivation personnelle qui alimente cette direction-là, sans que ce soit véritablement sans effet bénéfique à long terme, mais ça vient par un autre biais. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la façon, je dirais, de combattre les choses qui oppressent, dont l'obscurantisme et l'ignorance, qui vont quand même avec le fait de rendre les humains moins libres. Et puis juste le plaisir du partage. Mais le plaisir du partage, c'est déjà un échange avec l'autre qui, je dirais, c'est peut-être l'aspect joyeux. D'une situation qui peut amener quelque chose de grave, chacun sa partie, je dirais. Mais voilà, toi personnellement, c'est quoi qui l'envie de transmettre, elle est passée par où? Ah, je pense que elle était latente chez moi, c'est-à-dire que en cours, quand j'étais étudiant, je me trouvais face à des camarades qui ne comprenaient pas très bien une question. Je voyais, il y avait d'autres camarades qui étaient là, ah, tant pis pour toi, ou qui continuaient, ou moi j'ai pas très bien compris. Moi, dès que j'avais compris un truc, la première chance que j'avais de pouvoir le partager avec un collègue, j'en profitais, quoi. C'est ça qui me motivait d'une certaine manière, c'est que de voir un tout petit peu dans les yeux de quelqu'un, genre, ah, j'ai compris, tu as bien expliqué, j'ai compris. Et ça a véritablement motivé mon intérêt pour la vulgarisation. La science en soi, je pense que ça c'est aussi un contexte familial, un contexte d'intérêt. Mon père est physicien, ce qui a certainement alimenté un certain intérêt pour les sciences. Mais par contre, mon intérêt pour la biologie, c'est forgé au fur et à mesure. Et dès que j'ai pu véritablement associer au cours de mes études mon envie de transmettre le savoir et ce que je faisais en termes d'apprentissage, c'est là où véritablement j'ai eu un élan vers cela. J'ai fait des études de médecine pour lesquelles il y avait vu uniquement l'objectif et pas du tout la transmission de savoir. On n'a pas le temps en médecine de véritablement agréger un savoir en le comprenant. C'est juste agréger un savoir pour pouvoir passer les étapes de sélection. Et là, je me suis lamentablement planté. Je ne sais pas si c'était un manque de maturation ou de maturité, pardon, ou autre, mais le moment où je me suis retrouvé en fac de bio et j'avais la possibilité d'expliquer à des camarades des trucs que j'avais compris, là, bam, les notes qui suivaient, l'enthousiasme qui suivait, j'étais content de peaufiner mes cours chez moi, etc. Ça vient justement de ça venait aussi, d'une part, de cette envie de comprendre. Il y a un véritable plaisir lié à la compréhension, mais je pense que de manière latente aussi, il y avait cette envie de pouvoir le transmettre le plus rapidement possible à quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent, moi, quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas accepter quelque chose comme ça. Il fallait que je sache le pourquoi, du pourquoi, du pourquoi, du pourquoi. Ouais. Et après, j'allais le dire. Et c'est la partie compulsive de la recherche de l'information. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on partage nous. Et c'est vrai que Internet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a amené plein de gens justement à ramener les choses vers le haut plutôt qu'au nivellement vers le bas. Mais ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que moi, je pense que c'est personnel et qu'il y a une dispersion entre deux types de personnes. Moi, personnellement, j'avais au contraire tendance à prendre pour argent comptant ce qu'on me transmettait. Et l'envie de le transmettre immédiatement. Et pas cet intérêt à le décortiquer le plus possible pour pouvoir le comprendre. Ça, au contraire, ça forme mon lectorat. Ça forme le public. Et plus il est exigeant, plus ça forme ta propre exigence sur le contenu que tu vas transmettre. Donc moi, je me suis... au contraire, dès que j'ai compris quelque chose, j'ai une petite alarme dans ma tête et me dit « Attends, parce que ton lectorat, les gens qui vont te lire, te voir, etc., ils vont te poser des questions, ou bien mes étudiants,
ils vont te poser des questions pour savoir si précisément ça, tu l'as bien compris. Et c'est ça qui m'a motivé. Pour d'autres, c'est très très personnel. Et ça, je pense que c'est généralement ceux qui sont plutôt consommateurs de savoir, c'est qu'ils attendent et ils décortiquent pour pouvoir comprendre personnellement un sujet. Et je me demande dans quelle mesure ça sépare les acteurs des consommateurs justement de savoir. Ou bien tout simplement les gens qui sont capables de faire les deux. Oh, je crois qu'il y a beaucoup de gens, c'est les deux, bien sûr, qu'il faut, pour chercher l'information, il faut être en attente aussi de l'information, et pour transmettre quelque chose, il faut, il faut tout savoir, enfin, une sorte de compulsion de l'archiviste aussi, qui va compiler tout ça. Tant mieux. Hein. Donc voilà, un parcours qui va sciemment vers le fait de transmettre le savoir. Alors, toi spécifiquement, qu'est-ce que tu fais maintenant? Parce qu'on est environné quand même depuis tout à l'heure de... Là, on est dans les collections de Paris 7, les collections d'enseignement de Paris 7. Donc ça, ce sont tous les spécimens qu'on montre aux étudiants. On a, par exemple, ça fait partie d'un cours que j'ai pas fait cette année, mais que j'aurais bien voulu faire, qui est le cours sur les amphibiens. On voit des grenouilles, on voit des têtards. Et toutes ces collections, elles ont été amassées par des anciens enseignants-chercheurs ou sont des collections héritées par l'université. En fait, l'université récupère progressivement des bâtiments, etc. Bon, par exemple, Paris 6 était affilié au Jardin des Plantes, et donc une partie des collections a été partagée entre Paris 6 et le Jardin des Plantes. Nous, on a par exemple ces collections-là qui viennent de collectionneurs, qui viennent d'enseignants-chercheurs qui ramènent du matériel au moment de leurs propres travaux de recherche, ou tout simplement des choses qui étaient conservées dans les laboratoires qui ont été acquis par Paris 7 dans des armoires poussiéreuses qu'on est encore capable de voir. Donc moi, je suis enseignant-chercheur, c'est-à-dire que je suis maître de conférence. C'est le premier pas en tant qu'enseignant-chercheur. À l'université, on est maître de conférence comme premier palier d'enseignant-chercheur. Et ensuite, on passe à professeur. Parallèlement, il y a aussi les professeurs agrégés, ceux qui obtiennent une agrégation, mais qui sont généralement qui n'ont pas d'activité de chercheur affiliée à leur travail, qui est donc que de l'enseignement. Donc moi, en tant qu'enseignant-chercheur, je passe une partie de mon temps à créer des cours et être chargé de TD, de travaux pratiques pour les étudiants de tous les niveaux, de la première année de licence à la dernière année de master. Et ensuite, j'ai une autre activité qui est celle de recherche. Donc, je suis intégré à un laboratoire. Moi, ma chance, c'est que l'institut dans lequel est mon laboratoire est à peu près 10 mètres du périmètre de l'enseignement, là où je fais mes enseignements. Et généralement, cette activité de recherche, c'est celle qui fait le plus gros en termes d'évaluation de la capacité de l'enseignant-chercheur. C'est-à-dire qu'on est évalué essentiellement sur notre activité de recherche et pas sur l'enseignement. Ce qui peut poser problème personnellement sur la pédagogie qui est associée au métier d'enseignant-chercheur, qui n'est jamais évalué, si ce n'est que les étudiants peuvent plus ou moins bien aimer le cours, mais ça ne se répercute pas du tout sur le... D'accord. Ça ne se répercute pas du tout sur le salaire ou sur tout simplement l'augmentation du niveau du métier d'enseignant-chercheur. Ok, donc on a un bruit parasite. Donc il faut savoir qu'ici, on a des animaux comme ça. Après, il y en a qui sont vraiment réduits à la mention d'esprit frappeur. Je pense que c'est une participation extérieure, certainement d'un éléphant. Peut-être. Au niveau sonore. Donc voilà, on peut. Je ne sais pas. Donc ton sujet de recherche, par contre, c'est pas les éléphants. Pas du tout. Mon sujet de recherche en tant que chercheur, c'est l'évolution d'une structure, le système nerveux, chez les bilatériens. Les bilatériens sont tous les animaux qui présentent une symétrie bilatérale, c'est-à-dire un plan de symétrie dans lequel on est capable de définir un axe antéro-postérieur, la tête et les fesses, et dorso-ventral, donc le dos et le ventre. Donc ça, ce sont deux axes de symétrie qui définissent un plan sur lequel on va avoir un côté gauche et un côté droit. Donc c'est ça la symétrie, gauche-droite. Tous les animaux qui présentent ce plan de symétrie l'ont hérité d'un ancêtre commun. Et donc ils appartiennent au grand groupe des animaux qu'on appelle les bilatériens. On retrouve bilatéral, comme le plan de symétrie bilatéral.
Et tous ces animaux bilatériens possèdent un système nerveux central, c'est-à-dire qu'il est condensé dans un endroit du corps. Or, on l'a trouvé à 2 différents endroits chez les insectes, par exemple les mouches, je sais pas moi, les scarabées, etc. Ils ont un système nerveux qui est ventral. On retrouve la même chose chez les lombrics ou chez l'organisme sur lequel je travaille, un annélide, Platineris dumerili. On retrouve un système nerveux concentré sur la partie ventrale. Et les vertébrés, un autre groupe de bilatériens, qui appartiennent au grand groupe des deutérostomiens. Et chez les vertébrés, on trouve par contre un système nerveux dorsal en forme de tube. C'est ce qui forme notre moelle épinière et notre cerveau. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé au cours de l'évolution pour expliquer la structure et l'apparence de ce système nerveux chez d'un côté les vertébrés, de l'autre côté les insectes, et d'un autre côté encore les annélides, comme l'organisme sur lequel je travaille. Et donc, pour pouvoir répondre à la question évolutive de cette structure, l'idée, c'est de comparer des espèces actuelles et de voir quels sont les gènes qui sont impliqués dans la formation de ce système nerveux entre ces 3 groupes de bilatériens. D'un côté vertébrés, les annélides de l'autre, et les insectes de l'autre. Bon, je dis très très schématiquement, les vrais groupes qui ont des noms totalement imprononçables, c'est deutérostomiens, lophotrochozoaires et ecdysozoaires. Donc on va quand même simplifier en parlant de vertébrés et annélides et insectes, qui sont uniquement des représentants de ces 3 grands groupes. Et donc en comparant les gènes qui sont impliqués dans la formation de ce système nerveux, donc au cours du développement, c'est-à-dire de la cellule œuf jusqu'à l'individu adulte, on est capable de comprendre quels sont les gènes qui sont sollicités pour former ce système nerveux, est-ce qu'ils sont comparables ou non, et s'ils sont comparables, est-ce que ça nous permet de savoir s'il y a eu un seul événement pour permettre d'avoir un système nerveux centralisé chez ces 3 grands groupes ou pas. À l'heure actuelle, la balance des hypothèses penche vers la centralisation comme un événement ancestral de tous ces 3 grands groupes. Et du coup, on se trouve avec cette situation où on a un système nerveux dorsal chez les vertébrés et ventral chez les insectes et les annélides. Et pour l'expliquer, on invoque un scénario évolutif dans lequel, dans la lignée qui aurait donné les vertébrés, il y aurait eu une inversion de l'axe dorso-ventral pour former toute la lignée des vertébrés. Donc, si on voudrait envisager les vertébrés, on devrait se représenter par exemple une sorte de langoustine qu'on a mis à l'envers, qui commencera à marcher sur le dos, et là, on aurait véritablement, puisque si elle marche sur le dos, son système nerveux est ventral, on aurait d'une certaine manière l'événement du scénario évolutif qui aurait mené à l'histoire évolutive des vertébrés. Ça fait une bonne idée de strip, ça, la langoustine. La langoustine à l'envers. Mais ça, c'est une très très vieille théorie. Hein. Ça vient du 19e siècle. Il y avait de nombreux zoologistes qui avaient remarqué justement cette similitude, que ce soit sur la segmentation ou sur l'aspect du système nerveux, qui avaient émis cette hypothèse. Mais on est aujourd'hui dans la possibilité de ne pas seulement comparer la morphologie, mais aussi les gènes et aussi leur déploiement au cours du développement. Et ça, c'est tout autant d'indices qui permettent d'alimenter les hypothèses de scénarios évolutifs. Donc là, on remonte à quand, là, dans le temps Environ 500 millions d'années. Je dis ça grosso modo. La plupart des datations sont peu précises à ce niveau-là, puisqu'on a peu de fossiles de cette époque-là, notamment parce que la plupart des animaux dont j'évoque l'existence, il y a 500 millions d'années, ils étaient tout mous. Et ça se préserve très très peu, les tissus mous, au cours de la fossilisation. Et donc on a peu d'espèces fossiles. Et pour calibrer ce genre de datation, qui sont réalisées uniquement à l'échelle moléculaire, c'est-à-dire qu'on compare les molécules de l'ADN ensemble, et on utilise un modèle de l'horloge moléculaire pour pouvoir dire, alors voilà, pour expliquer qu'il y a tant de différences entre l'ADN d'un poulpe, l'ADN d'une mouche et l'ADN d'un humain, on évalue en imaginant une modification de l'ADN de tant de nucléotides, c'est-à-dire des bases qui forment l'ADN, à autant par an ou autant par génération. Du coup, on s'imagine que pour avoir accumulé autant de différences, il aurait fallu tant de générations. D'accord. On fait cette comparaison entre plein d'organismes et on arrive à avoir une horloge moléculaire qui nous permet de savoir grosso modo qu'il y a 500 millions d'années, probablement devait émerger l'ancêtre de tous les bilatériens. Mais
Donc Je il y dis a 500 500. millions d'années, mais probablement trois autres chercheurs vont me dire ah ben non, c'est plutôt 800 millions d'années. Ah ben non, c'est plutôt 350 millions d'années. A priori, je pense que c'est quand même plus lointain que 500 millions d'années. Donc là, à ce moment-là, la Terre, le vivant ressemble à quoi? Alors c'était très 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 varié. On est sur la fin du Cambrien, si je ne m'abuse pas, et il y a toute une faune qui n'existe plus, dans lequel il y avait des plans d'organisation très 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 divers. Donc les plans d'organisation, c'est ce qui définit l'endroit où se trouvent les pattes, l'endroit où se trouvent les antennes, l'endroit où se trouvent la plupart des structures qui forment l'organisme. Le plan d'organisation était très très varié, toujours avec cette idée qu'il y avait probablement déjà l'ancêtre de tous les bilatériens qui étaient présents, et donc il y avait déjà eu ce qu'on appelle une radiation évolutive, c'est-à-dire que l'ancêtre de tous les bilatériens a donné plein de lignées très diverses, dont aujourd'hui on ne trouve pas les descendants, et ce qui veut dire que par rapport aux époques précédentes, il y a eu une sorte de déclic évolutif, une explosion évolutive, qui peut être expliquée soit parce que à ce moment-là, on a beaucoup de fossiles qui sont préservés et qui nous permettent à ce moment-là d'avoir justement cette prolifération de fossiles qui nous explique pourquoi il y en a autant, qui n'auraient pas été maintenus un peu plus tard, soit tout simplement parce que l'acquisition de telle ou telle adaptation aurait permis à une énorme diversification, une sorte de boom évolutif, et que la plupart des plans d'organisation qui existent à l'heure actuelle, mais d'autres, est émergé. Et oui, c'est un peu... Donc il y a plusieurs faunes, notamment la faune de Burgess et la faune des Diacara, qui correspondent à peu près à cette période-là. Je dois confondre à peu près les périodes, parce que c'est pas ma spécialité, malheureusement, la paléontologie, mais qui correspondent à ce qu'on appelle l'explosion cambrienne, au sein desquelles il y avait déjà le plan d'organisation bilatérien. L'idée de la question, c'était surtout de donner un repère aux gens qui, grosso modo, quand on va trop loin dans le temps, on le repère du Crétacé, au mieux, et après, c'est le grand flou. Donc généralement, c'est ça. Là, on est dans l'époque qu'on appelle cambrienne. Il y a certains fossiles qui sont très célèbres. Il y a le Anomalocaris, une sorte de gros bestiau qui se fait 30 cm, je crois, qui ressemble à une sorte de raie manta avec 2 crevettes qui lui servent de bouche. Je dis crevettes parce que pendant longtemps, en fait, on avait associé cette espèce à 3 espèces différentes. Et c'est seulement après avoir véritablement comparé les données que des paléontologues ont compris que les 3 espèces qui caractérisaient systématiquement ensemble, en fait, c'était juste un individu. Parce qu'ils avaient comparé la formation de crevettes, un oursin, et une sorte de structure un tout petit peu vague qui ressemblait à une méduse. Et en fait, ils sont aperçus après que la forme un petit peu vague, c'était le corps, l'oursin, c'était la bouche, et les crevettes, c'était les palpes qui permettent de se nourrir. Donc ça, c'est Anomalocaris. Anomalocaris, ça veut dire, je crois, c'est crevette anormale, quoi. Donc ça vient de cette idée-là, et c'est un des spécimens caractéristiques de cette époque-là, donc du Cambrien. Et ouais, 500 millions d'années, donc c'était il y a longtemps. Avant, les animaux qui existaient, on pense que les animaux, ils ont probablement commencé à se diversifier des autres organismes vivants il y a 800 millions d'années, 1 milliard d'années. On ne sait pas encore trop daté. Et les premiers, il y a encore énormément de controverses autour de ça, mais on pense que les premiers plans d'organisation devaient ressembler à des éponges et des méduses essentiellement, et qu'après le plan bilatérien soit apparu après. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, les éponges et les méduses soient moins évoluées, ils sont tout aussi évolués les uns des autres. C'est juste que c'est une lignée qui s'est maintenue en diversifiant son plan d'organisation autour du plan éponge, autour du plan méduse. Okay. Voilà. D'accord, donc nos ancêtres les méduses, mais ça, instinctivement, on le savait. Alors le terme « nos ancêtres les méduses », c'est pour ça que ça me pose problème toujours, c'est de considérer que des espèces qui sont vivantes encore à l'heure actuelle soient nos ancêtres, ce qui n'est pas possible. C'est comme dire nos ancêtres les chimpanzés. Tu vois, il y a toujours une sorte de perversion du langage qui fait que quand on se représente ça, on a l'impression qu'il y a une séquence évolutive qui mène du plus simple au plus compliqué. Or, c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'à l'heure actuelle, il reste encore des méduses qui sont le vestige d'un ancêtre qui, peut-être,
avait à l'apparence d'une méduse. Mais ça se trouve, elle avait des caractéristiques un petit peu hybrides. C'est un peu la même chose pour le chimpanzé et l'humain. On dit, ah bon, bah voilà, à l'heure actuelle, il y a des chimpanzés, à l'heure actuelle, il y a des humains. Et si on retrouve l'ancêtre commun, le dernier ancêtre commun des chimpanzés et des humains, il est probable, et certains indices fossiles nous montrent que c'est probablement le cas, qu'il avait et des caractéristiques de chimpanzé et des caractéristiques humaines, et que les deux lignées sont divergées, accumulant des modifications spécifiques à chacune des lignées. Et donc, tu t'imagines bien qu'en 800 millions d'années, 500 millions d'années, l'accumulation des spécificités dans chacune des lignées, elle doit être énorme. Et donc, si on voit à l'heure actuelle des éponges et qu'on se dit, ouais, grosso modo, ça devait ressembler à ça il y a 500-800 millions d'années, a priori, il y a 800 millions d'années pour lesquelles les éponges qu'on voit à l'heure actuelle ont accumulé énormément d'adaptations, de modifications. Et d'ailleurs, tout simplement, tu vois qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'espèces d'éponges, toutes différentes les unes des autres. Il y a même des éponges carnivores. Bon, chacune de ces lignées a accumulé des spécifications, des adaptations permettant de survivre jusqu'à l'heure actuelle. C'est tout le travail aussi, une partie du travail sur la science de l'évolution, c'est-à-dire que ce que nous apporte justement, c'est la compréhension de l'évolution, non pas de façon linéaire, comme l'obscurantisme a toujours amené à dire, alors que c'est plutôt dans la multiplicité. Il n'y a pas tellement de retour en arrière, je crois. Quelque chose est acquis. Là, au contraire, je vois qu'il y a beaucoup d'émulation autour de la conversation autour de cette vue. Et moi, l'obscurantisme le plus profond, lui, il dit qu'il n'y a pas d'évolution. Donc, linéaire, de toute façon, il n'y a pas d'évolution. C'est fixe, c'est fait. Et ce qui est important, c'est que pendant pas mal de temps, et je pense que c'était problématique, c'est pendant pas mal de temps, l'enseignement de l'évolution, que ce soit en France ou dans d'autres pays, véhiculait cette fausse image de l'évolution linéaire, tout simplement parce que ça flatte un petit peu l'ego, toujours en mettant l'humain en haut comme parangon de l'évolution. Alors que, très clairement, si on lisait Darwin ou si on lisait d'autres écrits qui expliquaient comment fonctionnait l'évolution, cette idée du plus simple au plus complexe, elle n'est pas du tout évidente. Et à l'heure actuelle, maintenant, c'est vraiment bien établi. Il y a eu plusieurs lignée de communication autour de la théorie de l'évolution, notamment en France par Guillaume Lecointre, qui est très célèbre justement pour avoir amené cette vulgarisation avec les outils de la communication autour de ce concept-là, pour véritablement véhiculer le concept de, non pas évolution linéaire comme tu disais, et de parler d'une évolution buissonnante avec une variété qui, à l'heure actuelle, est représentée par les espèces vivantes à l'heure actuelle, et qui est bâti sur, bien sûr, un charnier de l'évolution, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'espèces qui disparaissent, qu'on ne voit plus, comme je te parlais des plans d'organisation qui apparaissaient au moment du Cambrien. Et alors que la vue linéaire, d'une certaine manière, laisse entendre, comme cette fameuse frise de l'évolution qu'on voit partout, de l'animal, enfin de l'humanoïde complètement recroquevillé, qui se redresse petit à petit pour donner l'humain. Ça, c'est vraiment une vue de l'évolution qui ne correspond pas du tout à la réalité. On sait qu'il y a eu plusieurs espèces humaines à un moment donné. Il y a eu Néandertal, Denisova à un moment, il y a 50 000 ans. Ni l'un ni l'autre n'était particulièrement plus adapté à ce moment-là. Certains ont disparu, d'autres pas. L'illusion qu'on peut avoir que l'évolution va vers l'Homo sapiens, c'est uniquement le fait qu'on est la seule espèce survivante du genre Homo. Mais si je prenais exactement la même situation avec les coléoptères, on aurait un ancêtre de tout le groupe des coléoptères qui a donné à l'heure actuelle 200 000 à 300 000 espèces de coléoptères. Où est le parangon de l'évolution chez les coléoptères ? Non, il n'y en a pas. C'est tellement divers. Et nous, l'illusion, c'est qu'on se dit, voilà, on est la seule espèce, donc ça veut dire que c'est ça le progrès, c'est ça le but de l'évolution.
on voit bien que pour les coléoptères, c'est pas ça. Il y a pas de but, ça va dans toutes les directions. Et chacune des lignées de coléoptères s'est adaptée progressivement à accumuler des adaptations à son environnement pour expliquer maintenant la diversité actuelle. Je pense que il y a un mot-clé qui doit changer, c'est au lieu d'aller vers complexification, voire intelligence, comme ça laisse supposer, la survie dépend des capacités d'adaptation. Et voilà, c'est c'est une des révolutions de Darwin, dire le maître mot, c'est de l'adaptation. Parce que moi, pour vivre comme une méduse, je survis pas longtemps. Perso, je suis pas du tout adaptée. Pourtant, il semblerait que l'humanité soit un peu dans le haut de la chaîne alimentaire. Et donc, en théorie, je devrais avoir le bon skill pour ça, mais non, je peux pas. Ah non, mais voilà, c'est ça, c'est que l'évolution va dans tous les sens. Et on a accumulé pas mal d'adaptations qui nous permet à l'heure actuelle d'être, on peut le dire quand même, la plupart du temps sur le haut de la chaîne alimentaire, c'est qu'on est capable de domestiquer, on est capable de combattre grâce au fait qu'on a la structure de société humaine de nombreux vices. Ça ne veut pas dire que c'est cette situation-là qui est l'évolution ultime, puisqu'il n'y a pas d'évolution ultime, sachant que l'évolution, c'est uniquement la description du fait que les espèces, les populations, au bout d'un moment, accumulent des modifications et que sur ces modifications se joue la sélection naturelle. Ça veut dire ça, l'évolution. L'évolution, c'est tout simplement le changement. Donc, il n'y a pas de changement ultime. Ça ne veut rien dire changement ultime. En fait, c'est s'élever vers Dieu. Pour être le plus parfait, c'est voilà, les vieilles théories. Voilà, c'est ça. Mais en gros, l'idée de l'évolution à l'heure actuelle, c'est une description du changement des espèces, du transformisme des espèces qui ne va pas s'arrêter. Il y a deux véritablement, si on caricature un tout petit peu le processus d'évolution, il y a deux manières de faire, c'est changer ou s'éteindre. Et le changement s'impose même de manière intrinsèque dans une population à partir du moment où tous les individus de la population ne peuvent pas se reproduire. Il y en aura nécessairement qui vont transmettre les changements qu'ils ont accumulés au hasard à leur génération suivante. Donc, si tous ne se reproduisent pas, on voit bien qu'à force, à chaque génération, le peu de changements qu'ils ont de manière intrinsèque vont être transmis et changer l'apparence, d'une certaine manière, générale de la population. Moi, je pense à deux adaptations humaines. La première, c'est celle liée à l'agriculture, qui fait que le corps humain, petit à petit, va être capable de digérer, d'assimiler, de se servir donc de ce qu'il y a dans la graine, en l'occurrence donc des glucides. Ouais. Ça, c'est une adaptation qui s'est faite aussi petit à petit par rapport là. Et l'autre chose, un des problèmes principaux des humains à l'heure actuelle, c'est le surpoids, qu'on retrouve chez des populations qui étaient très souvent affamés, qui ont donc développé tout ce qu'il fallait pour stocker un maximum la graisse et qui maintenant se retrouvent pour certaines ethnies plus isolées en termes de non pas en termes de culture mais en termes géographiques, merci, qui se retrouvent à gérer des problèmes de surpoids qui directement les menacent. Oui, je ne sais pas pour la première question, mais la deuxième question a été justement décrite par Léo Grasset de Dirty Biology. Il parlait de cette situation-là dans laquelle il expliquait que certaines populations, je crois des Polynésies ou de Nouvelle-Calédonie, il faudrait que je vérifie sur ces informations-là, du fait de leur propension à se déplacer, avaient eu un effet qu'on appelle l'effet de bottleneck, dans le sens où, au moment du déplacement de ces populations, il y avait une énorme sélection des individus qui étaient capables de survivre sur leur stock, donc il y avait cette propension à l'obésité, puisqu'ils étaient capables de véritablement faire beaucoup de stocks, alors qu'ils se trouvaient dans des régions où ça ne correspond pas du tout véritablement à l'idée qu'on se fait de pourquoi on a du stock. Nous, on s'imagine un ours polaire, un morse tout graisseux ou des baleines qui ont besoin d'avoir énormément pour contrer le froid. Ce n'est pas du tout le cas dans ces populations-là. C'est des populations qui se retrouvent dans des régions qui sont assez chaudes, mais le transport, donc la sélection sur les générations qui se sont transportées d'île en île était tellement important que
uniquement les survivants qui ont peuplé les îles les plus lointaines, donc survécu à ces sévices du transport, ont réussi à peupler cette population-là. Et donc l'effet bottleneck, donc de goulot de bouteille, ça signifie que les seuls individus qui pouvaient transmettre leurs gènes à la génération suivante, c'était ceux qui possédaient justement ces fameux gènes qui permettaient de stocker. Et donc localement, on a un enrichissement de la population pour les gens qui avaient ces gènes-là, alors que localement, ce n'est pas nécessairement très très avantageux, puisque l'avantage il était uniquement sur le transport. Mais l'effet de goulot de bouteille fait que là, dans cette île, alors qu'il n'y a pas nécessairement d'avantage adaptatif à avoir ces allèles-là, voire que la plupart de ces gènes sont délétères, ont permis d'avoir un effet de groupe, un effet de population, pour enrichir cette population de ces gènes-là. Pour la domestication, je ne suis pas certain que ce soit passé exactement comme moi, ça. je ne suis pas scientifique, donc effectivement, moi, ce que j'avais vu, c'est qu'au départ, l'humain, en tout cas l'hominidé, est chasseur-cueilleur, Ouais. et qu'à un moment, il se stabilise, il mange plus de graines qu'il va stocker pendant l'hiver, et donc son corps s'habitue petit à petit à manger. C'est pas le cas. Et ça, ce serait de l'adaptation tout court. Ouais. Et ça, ce serait tant mieux. Mais ça n'explique pas comment cette adaptation se transmettrait à la descendance. D'accord. L'idée derrière la transmission de ces caractères, pour qu'il y ait transmission des caractères, il faut que ce soit présent non pas chez l'humain qui le fait, mais dans sa descendance, c'est-à-dire donc dans les spermatozoïdes et les ovules. Pour qu'il y ait cette présence de gènes altérés, il faut qu'il y ait des mutations. Et donc, pour qu'il y ait transmission de génération en génération de cette altération, il faut que cette altération-là, donc la capacité à mieux digérer, par exemple, l'amidon, il faut que ce soit fait, au niveau des spermatozoïdes et des ovules. Et donc, chaque humain qui transmet ces modifications-là transmet à sa descendance l'avantage de pouvoir digérer l'amidon. Et c'est sur cette modification-là que va jouer la sélection naturelle. Donc dans une population, va être favorisée la possibilité de digérer l'amidon par rapport aux autres individus. Donc c'est toujours d'abord la variation, ensuite la sélection, et du coup le résultat. Si c'est pas comme ça, si tu parles d'adaptation dans le fait, ça veut dire que cette adaptation, d'une certaine manière, elle était intrinsèque. Et donc, c'est juste quelque chose que tout humain serait capable de faire. Et donc, d'une certaine manière, on était déjà capable de digérer l'amidon. Donc, c'est pas je commence à manger et ensuite je digère l'amidon et ça va mieux. C'est je commence à manger, ceux qui sont capables de digérer l'amidon ont d'une certaine manière un avantage par rapport aux autres parce qu'ils sont capables de retirer plus de ressources de leur alimentation. Ils vont de fait être favorisés, que ce soit d'un point de vue de la survie, mais aussi du point de vue de la reproduction. Et comme il y a favorisation de ces, ça doit être un terme, de ces deux aspects-là, la survie et la reproduction, ce sont ces gènes-là qui vont se retrouver de manière plus prépondérante dans la population. Donc, est-ce que, lorsqu'on a parlé du passé, en parlant dans le futur, est-ce qu'on peut déjà imaginer avoir des modèles qui nous amènent à savoir le vivant, le futur du vivant? Est-ce que, par exemple, l'épisode la pollution qu'il y a sur Terre actuellement, est-ce que c'est un épisode qui va impacter ou c'est parti pour très longtemps? Donc, ça, par exemple, on peut évoquer le nucléaire. Est-ce qu'il y a des adaptations qui peuvent d'ores et déjà se dessiner dans ce concept? Alors, ça va être nécessairement très très compliqué. L'évolution, c'est pas véritablement une discipline de la science qui est prédictive. Ça commence à l'être dans le sens où il y a pas mal de chercheurs qui mettent généralement des micro-organismes, parce que c'est plus simple à étudier, pour pouvoir savoir si on est capable de prédire différentes... donc on les met dans un milieu qui est très 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 caractérisé, et on met différentes souches, voire plusieurs fois la même souche, et on se demande, est-ce que
systématiquement. Ce qui est bien avec les micro-organismes, c'est qu'on peut les congeler, donc on peut revenir sur la souche d'origine, et on peut voir est-ce que ça a toujours le même parcours évolutif. Mais donc ça, c'est très 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 restreint. De là à essayer d'en voir une règle qui se bâtirait pour l'intégralité des organismes vivants, sachant qu'on a probablement 8 millions d'espèces vivantes à l'heure actuelle, c'est quasi impossible. Donc on n'en est vraiment pas là. Cependant, pour répondre à ta question sur certaines adaptations, on a déjà découvert, par exemple, des organismes qui sont capables de survivre à de fortes radiations. On pense toujours aux cafards, mais ce n'est pas nécessairement l'organisme qui est le plus à même de survivre à des adaptations. Les mouches du vinaigre ou certains coléoptères sont très, très, très... Là, je pense à un épisode de Mythbusters, justement, comme quoi les scientifiques ne font pas la plupart de leur savoir sur des écrits scientifiques, des revues scientifiques, mais nécessairement aussi ont un part dans la vulgarisation. Donc il y a un épisode de Mythbusters où ils ont mis des bestioles, comme ça, que ce soit des mouches, que ce soit des cafards et des petits coléoptères, face à de fortes irradiations. Ils se sont aperçus que les cafards, c'était ceux qui mouraient les premiers, et que les mouches et les coléoptères survivaient vachement bien. Il va falloir réviser le post-apo, parce qu'en post-apo, c'est cafards. C'est que les cafards, mais voilà. Non, il y a les rats aussi. Ah oui, les rats. Alors les rats, je pense que c'est les premiers à clamser par rapport aux insectes. Et par contre, il y a d'autres animaux comme le tardigrade, qui est, c'est pas un insecte, mais c'est pas loin. C'est un groupe d'animaux assez particulier. On les appelle les oursons d'eau. Ils sont tout petits, ils vivent dans l'eau un peu partout. Et eux, ils sont capables de survivre à des trucs complètement incroyables. Ils ont cette capacité qu'on appelle l'anhydrobiose, c'est-à-dire de se purger de toute molécule d'eau à l'intérieur de leur corps. Et du coup, ça stabilise énormément les molécules qui forment leur corps. Donc ils rentrent en stase en faisant ça. Et on a testé, on est capable de les mettre à moins 180 degrés Celsius et les ramener à la température ambiante, tout va bien. On est capable de les mettre face au vide intersidéral pendant 1 minute, pas de problème, on survit. Et c'est des animaux, si on les met entre 2 doigts, on les écrase, ils meurent, quoi. Donc c'est quand même un peu paradoxal. C'est microscopique, 1 à 2 mm de long. Mais eux, ils ont déjà, d'une certaine manière, la capacité de survivre à des radiations. Nous, on ne vaut pas grand-chose face à une grosse bête. Oh, nous, on est mort, on ne tient rien du tout. Probablement, on ne tient pas le froid, on n'a pas du tout d'exosquelette. Oui, mais on a cette capacité de s'organiser en société. C'est une innovation qui n'est pas unique aux humains. Beaucoup d'insectes la possèdent. Il y a, notamment, on parle des insectes eusociaux comme les fourmis, les abeilles, les guêpes. Il y a aussi des termites qui ont cette capacité-là. Et ça, cette capacité de s'organiser en société, ça a un fort avantage adaptatif labile, dans le sens de nombreuses conditions changeantes peuvent être quand même modérées au point de vue de la société. Et donc pas comme je te l'expliquais, pas du fait de la sélection naturelle, mais tout simplement par l'adaptation, c'est aussi quelque chose qui peut se faire au sein d'une génération, par les capacités intrinsèques de l'individu ou de l'espèce à pouvoir générer des solutions face à un environnement changeant. C'est là qu'on ouvre une autre porte de discussion qui pourrait nous amener à discuter 3 heures de plus. Tout à fait. Et que, voilà, le vivant est quelquefois, je ne pense pas que ce soit réservé à l'humain, à chaque fois un être social et un être solitaire, mais c'est vrai que chez nous, les humains, c'est très très prégnant. Oui, et à vrai dire, rien que notre développement montre qu'on est absolument incapable d'être en autonomie. Il y a des animaux, ils ne connaissent jamais leurs parents, ils sont autonomes dès la naissance. Ce n'est pas le cas des humains, pour lesquels le temps de gestion par la parentalité, qui généralement en plus est pluriel, c'est-à-dire c'est pas seulement la mère ou le père, mais parfois c'est même toute une communauté qui s'occupe des enfants, va permettre le bon développement des animaux. Et c'est peut-être, en fait, d'une certaine manière, cette pression vis-à-vis du développement de l'individu qui a éventuellement généré la société telle qu'on la connaît. Donc en fait, ce qu'on voit là, c'est quand on parle de science, quand on parle d'envie de comprendre, d'apprendre ou de transmettre, on passe vite de fil en aiguille à un champ qui est particulièrement important. Et donc, je pense qu'on peut revenir au début. La question était
quel est l'intérêt, l'envie de créer des plateformes. Ouais. Je crois qu'on peut voilà, revenir déjà sur cette simple jubilation du partage, quelles que soient toutes les facettes qu'on peut évoquer par rapport à ça. Donc je pense que voilà, cette conversation peut inaugurer un futur. Ouais. Donc c'est peut-être le moment où je vais vous dire que donc les Geek Ferries, pour ceux qui ne le savent pas encore, donc on a créé Headbang, qui est un live consacré à la science et à la connaissance. Et donc Pierre nous a proposé d'intégrer la plateforme Vidéosciences, donc à nous d'être encore meilleurs dans ce qu'on fait. À l'heure où nous tournons cette vidéo, nous sommes encore dans notre période d'essai, où donc les autres membres vont juger et faire des commentaires sur la qualité ou l'opportunité de ce qu'on fait. Et puis, ma foi, si c'est positif, donc on pourra donc officiellement dire que Headbang rejoint Vidéo. Ouais, je pense que c'est très très bien parti. On sera ravis d'accueillir les vidéos. Donc, ils seront diffusés sur la plateforme de Vidéosciences. Et pour finir, justement, l'intérêt d'avoir toutes ces plateformes, c'est qu'il y a des communautés derrière. Et ça nous permet aussi de partager notre contenu entre nous et parfois même en amont. Et de discuter de concepts scientifiques parce que, comme tu disais, on a tous envie d'un petit peu partager la science et parfois on ne va pas nécessairement dans ce qui nous est confortable, on sort de notre zone de confort et on va parler de thèmes de science qui nous intéressent, mais pour lesquels on n'a absolument aucune raison d'avoir des compétences scientifiques. Moi, par exemple, j'ai parlé parfois de physique sans être capable de maîtriser mon sujet. Et d'avoir ces plateformes-là, ça permet de parler avec d'autres contributeurs qui, eux, sont peut-être spécialistes de physique ou d'autres aspects de la science. Et donc, d'une certaine manière, avoir ce retour sur information et de s'assurer que le contenu soit vraiment solide et rigoureux d'un point de vue scientifique pour être consommable ensuite par tout le lectorat qu'on espère de plus en plus nombreux. Donc voilà, eh bien, interview terminée. Alors, bien, ce que j'avais à vous dire, c'est qu'on a encore plein de choses à se dire à ce sujet. Donc, le week-end sur le flux Headbang sera consacré à de la science et encore de la science. Et puis, tout au long de l'année, il va y avoir donc nos événements Headbang où vous pourrez retrouver de la science, encore de la science, des membres de Vidéosciences et les nôtres et d'autres encore d'ailleurs. Voilà. Eh bien, on va laisser la place au suivant qui sera lui en direct.